dans ce vidéo, on va voir comment on développe une application full stack. Donc, on va créer la partie backend avec Spring Boot et la partie frontend avec Angular. Donc, tout d'abord, dans la première partie, on va essayer de préparer les API REST et les méthodes dans la partie backend. Donc, dans cette première vidéo, donc, on va commencer par la préparation des services pour la partie backend. Donc, pour faire ça, après avoir installé Spring Tool Suite 4, on va le démarrer, on va le lancer. Donc, New Spring Starter Project. Donc, on met le nom du projet, Demo Backend. Donc, le type de projet, c'est un projet du type Maven Project. Donc, le packaging, c'est un jar. Donc, puisque c'est un projet Maven, on peut mettre le groupe, c'est quoi le groupe? Donc là, on a modifié com.myapp. Pour le package, on peut le personnaliser. En Phoenix, dans l'étape suivante, on va choisir les dépendances qu'on a besoin pour ce projet. Donc, Spring Boot nous aide à ajouter les dépendances qu'on a besoin. Grâce à cette interface, donc nous, on va interagir avec une base de données MySQL. Donc, on doit ajouter le drive de MySQL et Spring Data. Et on a ajouté Spring Web. Donc, finish. Donc, Eclipse va télécharger les dépendances Maven pour ce projet. Voilà, elle a terminé le téléchargement de dépendances. Donc voilà le fichier application.properties. Il n'y a pas de properties. Il a l'air de connexion de la base de données. Donc maintenant, donc on va créer la classe entité qui correspond à la table. Donc on va créer une classe entité. Tout d'abord, on va créer un package qui s'appelle persistance.entities. Et dans ce package-là, où on va mettre les classes entités. Donc les classes qui font le mapping avec les tables de notre base de données. Donc on va nommer la classe AppUser et on va mettre les attributs correspondant aux colonnes dans la table. Après, vous allez voir que Spring Data, bien GPA, il va nous créer cette table à partir de cette entité. Donc, on va mettre private int ID user. Ça, c'est l'identifiant de notre table. Private string nom. Et private string prénom. Voilà, on a ajouté l'adresse et l'email. Donc, une fois on a créé les attributs, on va
faire generate, getter, and setter. Source, generate, getter, and setter. Donc, ceux qui connaissent Lombok, ils peuvent l'utiliser. Donc, au lieu de ajouter les getter et setter, donc il suffit d'ajouter la notation Lombok. Donc après, il faut ajouter au-dessus de la classe la notation addEntity pour dire que cette classe est une entité qui correspond à une table dans la base de données. Donc si on ne met pas la notation addTable pour spécifier le nom de la table, donc par défaut, le nom de la table doit être le nom de la classe. Après, il faut ajouter la notation addID au-dessus de l'attribut qui va correspondre à la clé primaire de notre table. Dans le fichier application.properties, on doit mettre les paramètres de connexion à la base de données. Donc l'URL, le username et le password principalement pour connecter à la base de données. Pour nous. Donc notre base s'appelle MyDB. On a ajouté l'option Create Database if not exist. Grâce à cette option, il va nous créer la base de données si elle n'existe pas dans MySQL. Après, le username c'est root et le password c'est le vide. On a ajouté donc les propriétés du GPA. Donc GPA Database pour mettre le type de la base de données SGBD MySQL. Il y a la propriété Spring GPA Generate DLL. Donc grâce à cette propriété qu'on va créer les tables à partir des entités. Donc Spring GPA chez SQL. Donc ici il va nous créer il va nous afficher les requêtes SQL générées lors de l'exécution des requêtes SQL. Donc, on va lancer notre projet Spring Boot.
Donc, vous voyez là la requête de la création de la table qui correspond à notre entité. Donc, on a lancé Spring Boot. Donc, il va tenter de connecter à cette base. Donc, s'il ne la trouve pas, la base de données, il va la créer parce qu'on a mis l'option Create Database if not exist. Donc, après, il va chercher la table qui correspond à notre entité. Puisqu'on a mis la propriété Spring GPA Generate DLL égale à true, donc il va créer la table qui correspond à cette entité si elle n'existe pas. Donc maintenant, on va créer la classe repository ou bien l'interface repository. Donc c'est dans cette interface où on va définir les méthodes qui vont interagir avec la base de données, nos requêtes. Donc on va créer un package qu'on appelle repository. On va nommer notre interface App User Repository. Donc cette interface, elle va hériter de GPA Repository. Donc extends GPA Repository. Dans le premier paramètre, on va mettre le nom de notre entité. Pour cette interface GPA Repository, c'est App User. Et dans le deuxième paramètre, on va mettre le type de l'identifiant de cette entité. Donc, pour nous, notre identifiant, c'est ID user. Donc, son type, c'est integer. Voilà. Donc, après, on va créer notre contrôleur. Donc, on a laissé l'interface repository vide. Donc, on crée un package controller et on crée une classe AppUserControl. Donc, peut-être dans d'autres projets, on ajoute des classes services. Ici, pour simplifier l'exemple, donc on va utiliser le contrôleur directement. Donc, on a ajouté atRestController pour dire que grâce à cette classe, on va exposer les API REST. Donc, on va créer notre première méthode qui va nous afficher tous les utilisateurs. Donc, on la nomme findAll. Donc, cette méthode, elle retourne list AppUser. Donc, pour le moment, elle va nous retourner nul. Mais comment on récupère de la base de données tous les utilisateurs? Ça, grâce à repository. Donc, cette méthode, elle va faire le get. Donc, c'est pour ça, on met la notation add_get_mapping. Et on met entre parenthèses le chemin d'accès à cette méthode. Donc, on a mis slash. Donc, maintenant, on va injecter l'interface repository. Donc, on va la déclarer private app user repository. Donc, comment on injecte avec Spring? Donc, on utilise la notation add auto-wired.
Donc, si on a plusieurs contrôleurs, on a besoin de mettre le chemin pour accéder à chaque contrôleur. Donc, on ajoute la notation @request_mapping. Donc, on spécifie le chemin d'accès à ce contrôleur. Donc, on va mettre, par exemple, app_user. Donc, pour accéder au contrôleur, on met app_user à partir de projet. Après, pour accéder à la méthode findAll, donc on met slash. Donc, on va essayer de mettre des valeurs, insérer des valeurs dans la table. Pour faire ça, on va créer une méthode qu'on appelle init. Et au-dessus, on va mettre la notation @postConstruct. Donc, dans cette méthode, on a instancié l'entité app_user. On va mettre son pour l'ID user. Le nom, on va mettre la valeur du nom, du prénom et l'adresse. Donc après, tout simplement pour faire l'insertion dans la base de données, on fait app_user repository. Donc notre repository interface repository. Et on appelle la méthode save. Donc la méthode save, c'est une méthode implicite qui existe dans l'interface repository. Donc c'est une méthode qui se trouve dans la classe main GPA repository. Donc grâce à l'héritage, donc on peut accéder à cette méthode save sans l'implémenter. Donc comme ça, on va voir que va nous insérer cet utilisateur dans notre table app_user. Comme je vous ai dit, on ajoute avant la signature de la méthode init la notation @postConstruct. Donc c'est-à-dire juste après la construction, l'invocation du constructeur, donc il va invoquer cette méthode init. Donc on lance notre projet et on va voir qu'est-ce que va se passer. Donc vous voyez là, donc la requête SQL pour l'insertion, elle a été générée. Donc suite à l'appel de la méthode save. Donc là, notre projet utilise le port 8080 Tomcat pour exécuter l'application. Donc pour accéder à l'API findAll, pour voir tous les utilisateurs, on écrit localhost 8080, la valeur de request mapping app_user,
pour invoquer la méthode findAll dans le contrôleur AppUse, nous avons dit il faut ajouter le slash. On peut bien sûr mettre une autre valeur, hein. Par exemple mettre liste utilisateur ou donc on met slash. Voilà. Donc il nous a affiché ce qui existe dans notre table AppUse dans la base de données. Donc bien sûr, ça on a les données affichées dans le navigateur, mais nous, ça c'est la partie backend. Donc on a créé l'API REST qui nous affiche tous les utilisateurs. Donc maintenant, il nous reste que de créer une application dans la partie front-end pour afficher ce données en format JSON. Donc là, il nous a affiché la liste d'utilisateurs en format JSON. Donc on peut accéder au phpMyAdmin puisqu'on a utilisé le WAMP pour voir qu'est-ce qu'on a dans la base de données. Donc vous voyez là, donc le projet, notre application nous a créé une base MyDB et une table AppUser. Et voilà, dans cette table, il nous a inséré les valeurs qu'on a mis dans la méthode init de notre contrôleur. Donc on peut modifier manuellement les valeurs dans la base de données et voir si on actualise, si est-ce qu'il prend en compte cette modification ou non. Voilà, donc on a mis Paris 2 au lieu de Paris. On peut ajouter donc on peut même ajouter des nouvelles lignes. Dans la base pour voir ce qu'on affiche dans le navigateur et nous donne exactement ce qu'on a dans cette table AppUse. Donc on a modifié l'ID user 101. Donc voilà. Donc maintenant, une fois on a affiché on a récupéré la liste des utilisateurs. Donc on va voir comment on les affiche dans la partie front-end avec Angular.